De son vrai nom, Joseph Vissarionovitch Djougachvili, le camarade Staline est un bolchevique de la première heure. Il rencontre Lénine en 1905 et devient aussitôt son homme lige. Il est alors un agitateur professionnel plus qu'un leader politique. Il publie des tracts, pousse les ouvriers de Bakou à la grève, organise même des braquages. Mais il n'a jusqu'après la révolution de 1917 aucun rôle décisif. Son ascension au sein du parti, puis du pouvoir bolchevique, il ne la doit qu'à des manigances de couloir, des intrigues, des complots. Staline n'aime rien tant que l'ombre et la bureaucratie. Il se méfie de tout le monde et s'arrange toujours pour écarter tous ceux qui pourraient le gêner. Lorsque Lénine meurt, en 1924, le terne Staline a déjà sous sa coupe la police politique, la Tchéka, et dirige le comité central du Parti communiste. Il n'aura plus de cesse que d'éliminer la vieille garde bolchevique pour asseoir son pouvoir personnel. Contrairement à Lénine, Staline ne croit pas à la révolution mondiale. Seule l'intéresse la Russie, dont il se veut le maître absolu. Une Russie qui, il en est convaincu, devra affronter tôt ou tard les puissances occidentales, au premier rang desquelles la France et surtout le Royaume-Uni. Son obsession ? Doter la Russie soviétique d'une puissance industrielle comparable à celle de l'Occident, avant que cet affrontement n'ait lieu. Et pour y arriver, il s'appuie sur une armée de planificateurs tout-puissants qui mettent le pays en coupe réglée. L'artisanat est interdit, toute la production industrielle doit être concentrée dans des conglomérats gigantesques. En 1929, il décrète un grand tournant et ordonne la collectivisation de l'agriculture. Les paysans sont regroupés dans des kolkhozes, des fermes collectives qui travaillent pour l'État. Ceux qui possédaient leurs propres terres, les koulaks, sont expropriés et persécutés. Ils sont déportés par centaines de milliers vers les goulags de Sibérie. En quelques années à peine, l'URSS, qui était un des principaux producteurs de céréales au monde, devient un importateur massif. Dans les campagnes, on meurt de faim, littéralement. En Ukraine, la révolte gronde et Staline interdit que l'on ravitaille la population. Près de 3 millions d'Ukrainiens succombent à la famine entre 1932 et 1933. Ces crimes de masse sont occultés par une propagande incessante qui organise le culte du chef. Staline est désormais le vojd, le guide suprême qui tient toute la Russie entre ses mains. Mais à force de souffrance, l'URSS dispose à la veille du conflit d'une industrie d'une puissance considérable. Pourtant, si Staline peut désormais produire en masse avions, chars ou navires, il n'est pas encore prêt à affronter la machine de guerre hitlérienne. Et pour cause, il a fait exécuter tous les chefs de l'armée rouge. En 1937, l'armée rouge est dirigée par le maréchal Mikhaïl Toukhatchevski, que Staline considère comme un ennemi personnel et un adversaire politique. Toukhatchevski, un militaire de carrière, brillant et charismatique. Il est convaincu que les guerres à venir seront des guerres de mouvement, où la puissance des divisions blindées et de l'aviation détermineront la victoire. Lorsqu'il accède à la tête de l'armée rouge à la fin des années 20, il entreprend de la moderniser à marche forcée. En 1936, l'URSS dispose enfin d'une armée mécanisée, organisée, protégée par une aviation moderne. Et Toukhatchevski est l'un des hommes les plus populaires du pays, ce que Staline ne saurait supporter longtemps. Début 1937, il est arrêté, jugé, exécuté. Avec la tête de Toukhatchevski, tombe celle des chefs de l'état-major de l'armée rouge. Et la police politique de Staline se lance dans une purge démentielle. Personne n'est à l'abri de la folie du tyran rouge. Entre 1937 et 1938,
près de 2 millions de soviétiques disparaissent dans la grande terreur stalinienne. La quasi-totalité des généraux est exécutée ou déportée. Plus de 75 000 officiers subalternes disparaissent. Et ceux qui les remplacent n'ont souvent comme seule compétence que d'être fidèles au Vojde.